Catherine Ney, il n'y a pas de crise politique à vos yeux, comme vient de le dire Elisabeth Borne, la Première ministre? Est-ce que le départ de M. Rousseau, ça fait une crise? C'est un ministre qui s'en va, qui avait un caractère, un engagement politique, il faut saluer, un caractère aussi difficile, parce que quand il était directeur de cabinet de Mme Borne, il ne supportait pas son caractère, qui est difficile aussi, donc il avait qu'une envie, c'est partir. Donc c'est un problème personnel, mais je vois que son beau-père, qui est le rapporteur du budget, son beau-frère, qui est député, ont voté le projet. Vous voyez, donc lui, il est parti avec... il fait partie de cette aile gauche qui s'est sentie malmenée par le projet. Mais si vous regardez du côté de l'Élysée, on vous dit, mais quelle crise. Bon, le président, après tout ce qui s'est passé au Parlement, la CMP, surtout la motion de rejet, puis la CMP, il avait demandé à Mme Borne de très vite trouver un compromis. Elle l'a trouvé, mais elle l'a trouvé sur le dos de ceux qui étaient Elle était un peu la caution de l'aile gauche. Là, elle les a perdus. Là, ils sont quand même, tous ceux qui ont voté contre, là, ils lui en veulent beaucoup parce qu'elle a cédé au LR. Mais elle a répondu à ce que voulait le président. Il lui avait dit la CMP le lundi, le vote le mardi. La CMP, ça a un peu... Il y a eu un peu de truc. Le mardi matin, il y avait là, et puis le soir, c'était voté. Alors, que veut-on? Et en plus, c'est à peine voté, en faisant vraiment du forcing pour sa majorité, que le président dit « Et puis je saisis le Conseil constitutionnel tout de suite pour voir si vraiment on a voté des choses qui étaient bien. » Alors c'est ça ce qui, vous voyez, m'a le plus étonné. Voilà. Et vous venez de pousser les vôtres à voter ce projet, et que vraiment vous dites que c'est formidable et qu'il fallait le faire, et qu'après vous dites « Mais demandons au Conseil constitutionnel de nous détricoter ça pour avoir la paix avec la gauche. » Là, je trouve ça, vous voyez, je trouve que c'est quand même une folle soirée. Il y a un petit parfum de crise politique ou pas quand même, Catherine? Mais je dirais déjà arrivé par le passé. Oui, mais je veux dire, une crise politique, c'est pas parce qu'on entend l'aile gauche, Mme Rousseau qui parle d'infamie, qui prend tous les grands mots et tout ça. C'est une crise politique. Non, moi je trouve que Jupiter est toujours là et que Jupiter, on lui obéit. Voilà, et puis... Et on va voir. Et puis vous allez voir que ce soir, il va tout dépassionner. On sort de là, il va anesthésier tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que les gens seront contents. Mais une crise politique, moi je veux dire, ça m'étonnerait bien que Clément Beaune et les 4 autres ministres démissionnent. Ça, s'ils démissionnent... Pourquoi? Mais parce que... Qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qu'ils font après? Très bonne question. Je veux dire, c'est pas... Ouais. Ils bossent, quoi. Mais ils bossent où? Quand on est ministre, quand on a... Voilà, on a un chauffeur. On a un chauffeur, on a des tas de commodités, on est invité, et puis on aime ce métier. Et puis là, vous dites, je m'en vais parce qu'à cause d'une loi qui va peut-être même être cassée par le Conseil constitutionnel. Enfin, soyons sérieux. Non, on peut dire qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Bon, alors, dans La folie des grandeurs, Louis de Funès dit qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire, je suis ministre. Au moment où il quitte son poste. Tout à fait vrai. Non, mais il y a crise politique ou pas? Il y a quand même des quelques éléments qui montrent au moins une forme de blocage. C'est-à-dire que si demain il doit y avoir une autre loi, quelle sera la prochaine loi? Avec quelle majorité? On sent bien qu'aujourd'hui il y a un flottement énorme, il n'y a pas de direction. On ne voit pas tellement quelle pourrait être la direction que choisira Emmanuel Macron pour continuer à gouverner. S'il devait par exemple changer de Premier ministre, il y a un vrai choix qui s'impose. Elisabeth Borne a été nommée pour des raisons d'ailleurs qui sont de plus en plus nébuleuses aujourd'hui. À l'heure où on parle, on comprend de moins en moins pourquoi elle était là. On comprend qu'elle était la femme de la réforme des retraites. En même temps, la réforme des retraites n'est pas passée très facilement. Aujourd'hui, je ne sais pas tellement quel pourrait être le chemin emprunté par Emmanuel Macron. Et puis surtout, il y a un gouvernement qui est des choix politiques qui sont faits de plus en plus en décalage avec l'opinion des Français. Moi, c'est ça qui me frappe sur cette question d'immigration, c'est qu'on obtient peut-être pas une crise politique, mais au moins une situation un peu conflictuelle pour quelque chose qui est très loin des attentes de nos concitoyens sur cette question-là. Et c'est là où vous vous dites, si demain Emmanuel Macron décide d'aller plus dans le sens de l'opinion, avec qui va-t-il le faire? Et on va écouter juste Gérald Darmanin qui dénonce les arrangements entre la NUPES et le RN, parce qu'il a vraiment trouvé assez gonflé de leur part qu'ils unissent leur voix sur la motion de rejet, non pas sur le texte. Oui. On va l'écouter, c'était cet après-midi, il me semble, au Sénat. Gérald Darmanin. Si on refond le match après. La NUPES à l'Assemblée nationale, sans doute sur votre recommandation, a mêlé ses voix avec le Rassemblement national pour ne pas discuter. Et vous n'avez que le fruit de votre petite politique politicienne. Mais nous, hier, nous avons su faire voter un texte sans compter les voix du Rassemblement national, car nous avions le sens de l'honneur, alors que vous n'avez que le sens de la petite politique. Catherine Ney.
le sens de l'honneur, la petite politique. Oui, mais tout le monde a fait de la petite politique. Parce que vous voyez, François Bayrou, qui avait passé des coups de fil partout au Modem pour dire surtout vous votez contre, puis il est allé à l'Élysée, puis après il a passé des coups de fil pour dire faudrait quand même. Bon, mais, Faut voter pour. proportionnellement, c'est au Modem qui a eu le plus de récalcitrants, parce qu'ils sont 58 et je crois qu'il y en a 20 qui ont soit abstenu, soit voté contre. Vous voyez. Et voilà, mais enfin, tout le monde a fait de la petite popole, comme on dit. Voilà. Et puis là, il y a cette proposition de loi. On va voir ce que va en faire le Conseil constitutionnel, ardemment pressé par le chef de l'État, ce qui n'est pas rien. C'est quand même pas... C'est rare. Alexandre Devecchio, sur cette petite crisounette, alors, peut-être ? Non, mais en fait, il y a effectivement Emmanuel Macron va s'en sortir pas si mal parce que je pense que sa majorité est divisée, mais c'est sur le point précis de l'immigration et qu'ensuite ils vont revenir dans les rangs et qu'il n'y aura pas d'autres démissions de ministres. Après, il y a quand même une crise politique plus profonde, sous-jacente, si j'allais dire, dans le sens d'abord où on voit les limites du bloc central. Il a une forme de cohérence parce que, comme je l'ai souvent dit, le centre-droit et le centre-gauche ont gouverné alternativement, souvent sur les mêmes positions, mais on voit qu'il est quand même... Il y a une cohérence, mais il y a des divisions, notamment sur la question de l'immigration. Donc il est fragilisé. Pour Édouard Philippe, ça va être un problème. Comment il se place par rapport à cette loi immigration ? Est-ce qu'il l'assume ? Son groupe a voté entièrement pour la loi. A voté entièrement pour, mais son idée, c'est quand même d'aller chercher Renaissance, etc. Donc, c'est mauvais pour lui d'avoir un bloc central fracturé. Donc, ça laisse augurer peut-être d'une présidentielle où il y aura plusieurs candidats du bloc central. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, la vraie crise profonde, c'est effectivement le décalage entre l'opinion et les gouvernants qui ne datent pas d'Emmanuel Macron, mais qui s'est encore accentué avec Emmanuel Macron. Et là, on le voit, et significativement sur l'immigration. Si ça rappelle la 4e République avec la guerre d'Algérie, on peut dire que d'une certaine manière, l'immigration, comme la guerre d'Algérie, est le catalyseur de la crise du régime. Mais Vincent Herouet, vous qui auscultez plutôt les affres de la politique internationale, quel regard vous portez sur cette tragicomédie qui se déroule depuis quelques jours dans notre pays ? Vous avez tout dit, tragicomédie. Lui parle de la 4e République, de la guerre d'Algérie. C'est pas à la hauteur du défi, évidemment. D'autant que, alors, on passe totalement par profit et pertes le fait que l'Europe ait enfin accouché aussi d'une nouvelle réglementation sur la question des migrants. La question électrise toutes les capitales, réellement. Réellement, quand vous faites le tour d'Europe, vous êtes frappé par les ruptures qui sont à l'œuvre. Hein. Pas simplement l'Italie avec Mme Meloni ou le Royaume-Uni qui essaie désespérément de renvoyer au Rwanda les demandeurs d'asile, mais même en Allemagne, par exemple, vous savez qu'on est un couple, paraît-il. Vous avez vu ce que font les Allemands ? Après avoir ouvert les bras, maintenant, ils croisent les bras et ils tournent le dos même à tout migrant qui se présenterait aux frontières. Et nous, donc, on est dans les portes qui claquent, un ministre qui va redevenir fonctionnaire. Et terrible. Un jour, il vivra la vie réelle. Et par ailleurs, donc... Des grands mots qu'on entend, pas très sérieux. On va faire une petite pause et on va revenir précisément sur cette loi asile et immigration qui a été adoptée au niveau européen, parce qu'elle a des contreparties pour nous, évidemment, très intéressantes. C'est-à-dire que si vous refusez de relocaliser des migrants qui sont entrés, mettons, en Italie, vous avez payé combien ? 1000. Juste après la pause. On vous donne la réponse sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. On en parle dans un instant.